Et bonjour la génération déchaînée, ici Mathieu Leroy pour une masterclass audio intitulée « Pas besoin d'être riche pour investir ». Et pour partager avec vous cette bombe de valeur, j'ai demandé à Alexandre Lacharme de prendre le micro. Alexandre a commencé à investir en 2013 lorsqu'il était apprenti commercial en alternance. Il a commencé par acheter une place de parking à 4 000 € qu'il louait uniquement aux deux roues. Et aujourd'hui, devinez quoi ? Il en possède plus de 40. Au programme d'aujourd'hui, on verra donc comment investir dans les parkings et Alexandre partagera avec nous son pire moment en tant qu'entrepreneur. Vous écoutez Un jour, un entrepreneur avec Mathieu Leroy. Alexandre, dis bonjour à la génération déchaînée et dis-nous une chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas. Salut Mathieu, bonjour à la génération déchaînée. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai pas toujours été comme ça, eu cette personnalité vraiment à être fonceur. Avant, j'avais peur de me lancer, je réfléchissais beaucoup, j'avais pas forcément très confiance en moi et j'avais du mal à passer à l'action. Et depuis, j'ai changé heureusement et je suis passé à l'action. Mais j'ai pas toujours été comme ça. C'est important à savoir parce que parfois les gens me disent mais comment tu fais ? Tu as acheté tout un tas de parkings, de biens immobiliers. Il y a un côté un peu solitaire là-dedans, un peu martien. Et je leur explique que c'est un long cheminement et que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est le fruit de pas mal de choses. Donc au départ, j'étais plutôt l'inverse, plutôt timide et réservé. Ah ouais, ça veut dire quoi ? Tu réfléchissais trop, tu faisais quoi en fait ? Tu passais pas à l'action en fait ? Ça t'a valu je passais pas à l'action, tu vois, j'avais peur du regard des autres. Je suis quelqu'un qui avait vraiment peur d'être jugé, peur de rater, peur d'échouer comme beaucoup de gens, mais je le reconnais. J'avais peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de décevoir, tu sais, peur du regard de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Tu vas lancer un podcast, tu vas lancer une entreprise, tu vas lancer quelque chose, mais que va penser un tel, que va penser quelqu'un d'autre ? Donc j'avais vraiment besoin d'avoir l'approbation des autres pour me rassurer, pour me lancer. Donc finalement, je faisais rien. Alors Alexandre, c'est le moment de nous donner ta plus grosse et unique bombe de valeur. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la génération déchaînée devrait savoir, mais qui n'est probablement pas le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'avoir un CDI bien payé pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier, parce que moi, c'est l'entrepreneuriat via l'immobilier principalement. Tu peux, même en alternance, comme c'était mon cas, emprunter 3, 4, 5, 6, 7 000 € et pouvoir investir dans un premier bien, une cave, un parking par exemple. Donc, tu n'as pas besoin d'être riche. La croyance qu'il faille être riche pour pouvoir investir d'une manière générale et investir dans l'immobilier, c'est faux. Donc, ma bombe de valeur, c'est lance-toi, renseigne-toi, tape aux portes, appelle un banquier, appelle un courtier, fais des démarches, ne procrastine pas et tu verras que tu auras des bonnes surprises. Mais alors toi, tu gagnais combien quand tu étais en alternance, Alexandre ? Alors quand j'étais en alternance, je devais gagner 800 € et j'avais 800 € et j'avais parfois un peu de prime parce que j'étais commercial. Je partais à 1 heure de chez moi, 1 heure aller, 1 heure retour. Et je faisais beaucoup de prospection téléphonique. Donc c'était vraiment ingrat comme job, mais c'était très formateur à l'autre côté, mais je gagnais 800 €. Donc, si tu veux, j'avais du mal à joindre les deux bouts et à un moment, j'ai dû trouver des solutions, quoi. Et avec 800 €, tu as réussi à commencer à investir, à entreprendre ? En fait, non, pas avec 800 €. En fait, j'ai entrepris parce que j'avais un petit peu de côté. Enfin, très peu, hein. Quand j'ai un petit peu de côté, c'est que je devais avoir 5 000 €. Et avec ces 5 000 €, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, je me retrouvais dans le RER A pour aller de Villiers dans le 17e où j'habitais jusqu'au PEC dans les Yvelines à côté de Saint-Germain-en-Laye tous les jours pour aller travailler. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai commencé à l'époque, on est en 2012, 2013, à écouter des podcasts, à lire des livres un peu sur le développement personnel, les finances personnelles. Il n'y avait pas beaucoup de contenu en français à l'époque. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire des petits avec ces 4, 5, 6 000 €? Et c'est là où les places de parking, la colocation de parking sont devenues une évidence. Et c'était un ticket d'entrée bas pour moi. Donc, j'ai pu acheter ma première place sans faire de crédit.
et l'a loué. Donc je l'ai acheté 4 000 € hors frais de notaire et je l'ai loué 45 € avec une moto, puis 90 € avec 2 motos. Donc c'était très rentable, c'était plus de 10% même avec une seule moto. Donc j'ai pu me lancer comme ça et en fait c'est l'effet boule de neige après, tu sais. C'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que tu fais une première chose, il faut que ce soit un succès, c'est mieux quand même. Et d'un petit succès, bah, tu t'essaies de faire une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et puis après, tu crées un process et puis c'est le TGV. Après, tu continues. Alors toi, ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, tu as commencé à investir dans les places de parking parce que ça demande un investissement qui est pas très lourd. Tu dis 4-5 000 € pour une place de parking, pour acheter une place de parking que tu réussis en fait à louer tous les mois 45 € pour une place pour un deux roues en fait, pour une moto. Exactement. Pour un deux roues. Alors il faut savoir que bon, c'était en 2013. Aujourd'hui, le marché s'est quand même développé. C'est difficile de trouver des places dans Paris à ce prix-là. Voilà, c'était à l'époque. C'était il y a 7-8 ans. Mais c'était une petite place dont personne ne voulait, qui était dans le 18e du côté de Jules Geoffrin, Marcat des Poissonniers, etc. Et personne n'en voulait parce qu'il n'y avait pas de marché. En fait, on a créé le marché. C'est-à-dire qu'on devait être un ou deux à l'époque à faire ça à Paris. Aujourd'hui, on en a un peu plus. Et en fait, on a créé le marché. C'est-à-dire qu'en fait, il restait dans les petites copropriétés des petits lots un peu biscornus dont personne ne voulait. Il n'y avait pas encore trop de demandes pour les deux roues. Et on a tout créé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? On va l'acheter au rabais lors de successions où les gens ne veulent pas s'embêter avec ça en disant, mais qu'est-ce que je vais faire d'une place qui fait 1,50 m sur 2 mètres ? Et on les a rachetés et on les a mis en location. On a développé l'essence du marché. Il n'y avait pas de prix, on savait pas en fait combien ça valait, etc. Aujourd'hui, même quand je fais des crédits auprès des courtiers et des banques, ils ont du mal à estimer combien vaut une place de parking, quelle est la progression. Enfin, c'est un marché qui est tellement spécifique qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ouais. Et du coup, tu en as acheté plusieurs ensuite. Comment tu as évolué en fait après, j'ai enchaîné, c'est-à-dire que j'ai fait cette place-là en 2013. Après, j'ai voulu en racheter une autre dans la foulée, en racheter 6 autres dans la foulée. Ça n'avait pas pu se faire parce que, tout était OK. C'était dans le 11e, je me souviens. Ça n'avait pas pu se faire à l'époque parce que le propriétaire était un peu en conflit avec la copropriété. Donc, ça n'avait pas pu se faire et ça m'avait beaucoup déçu à l'époque. Et du coup, j'avais un peu laissé tomber pendant quelques années. C'est-à-dire que c'était un échec puisque j'avais le financement. C'était très rentable sur le papier, mais ça avait capoté pour une histoire de conflit interne entre la copro et le propriétaire, donc le vendeur. Et j'ai laissé tomber pendant quelques années. Je me suis dit, j'ai laissé tomber et je me suis dit, je reviendrai au business, mais sur un truc qui tombera tout seul. Tu sais, je vais pas m'embêter à récupérer des petits loyers de 50 € à droite à gauche. Et ça, c'est un syndrome que beaucoup de gens ont et que j'ai lu c'est une phrase que j'ai lue dans le livre que j'ai lu pendant les fêtes qui s'appelle L'autoroute du millionnaire, qui dit le succès, c'est un process et c'est pas un événement. Et j'ai trouvé ça hyper fort, cette phrase. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que la réussite, alors je parle de réussite financière, mais ça peut être réussite dans tous les domaines, c'est un événement, ça tombe du ciel. Tu sais, c'est le syndrome du joueur du loto. C'est d'un coup, ça va, voilà. On devient riche, ça nous tombe sur la tête. La caisse d'argent nous tombe sur la tête. On devient riche au loto, on devient riche du jour au lendemain. Et ça, c'est une vraie croyance limitante que beaucoup de gens ont en se disant, mais ça tombe du ciel. Et en fait, non. Si tu veux arriver à développer une entreprise, un podcast, de l'immobilier, des revenus passifs, etc., c'est un processus. C'est des petites actions. Et en fait, moi, j'étais à l'époque pas du tout avec ce mindset dont je te parle. Je me suis dit, écoute, je vais pas m'embêter à acheter des petits trucs pour gagner 45 €, 50 € accumulés. Un jour, ça tombera. Et en fait, pendant 3, 4, 5 ans, c'est pas tombé. Et à un moment, je me suis réveillé à 2-3 ans et je me suis dit, OK, là, on y va et on achète fort. Et figure-toi que, pour l'anecdote, pour raconter, l'agent immobilier qui devait me vendre ses places dans le 11e m'a rappelé parce que j'avais eu un très bon contact avec elle. Elle s'était pris un peu d'affection pour moi. Elle avait vu un espèce d'ado avec une dégaine d'ado attardé américain, tu sais, avec le sac Ispac sur l'épaule, les cheveux un peu bouclés, etc. Elle s'est dit, mais il en veut, lui. Je l'aime bien, tu vois. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoutez, oui, monsieur Lacharme, écoutez, les places reviennent à la vente. Finalement, le vendeur a soldé sa dette envers la copro.
j'ai pas remis sur le marché ces places. Est-ce que vous les voulez? Je lui dis, bah écoutez, oui, je les veux. À quel prix? Et en fait, elle avait réévalué le prix parce on avait quelques années étaient passées. Moi, j'ai dit, écoutez, non, moi, je veux les acheter au prix qui était convenu à l'époque, en 2014. Donc, elle a discuté avec le vendeur qui était un vieux vendeur un peu à l'ancienne, qui avait de l'immobilier, etc., qui voulait se débarrasser de tout ça parce qu'il vivait plus sur place. Et il a dit, OK, banco. Et là, j'ai racheté, donc tu vois, 5 ans après à peu près, 5 ans après, ah ouais, c'est une vraie anecdote, 5 ans après, les 6 places. Et là, ça m'a redonné confiance en moi. Et là, je suis reparti dans la bonne dynamique. Et après, j'ai enchaîné. Aujourd'hui, j'en ai plus d'une quarantaine, tu vois. Mais non, 40 places. Ouais. Excellent, mais ça te rapporte combien? Bah, ça me rapporte de quoi vivre. Hein. Plus de 2000 euros tous les mois en automatique. Bah, ça rapporte de quoi vivre. Il y a certaines places où il y a des crédits, mais pas beaucoup. Bon, ça me fait, en fait, si tu veux, surtout l'avantage de ça, c'est que le but, c'est pas d'être rentier. Le but, c'est de pas me stresser avec l'argent. C'est-à-dire que le manque d'argent, ceux qui écoutent comprendront aisément, je pense, le manque d'argent, ça crée énormément de stress. Et quand tu t'enlèves cette pression de l'argent et que tu as des revenus passifs, donc le revenu passif qui tombe sans rien faire, sans échanger ton temps contre de l'argent, c'est un bien-être énorme. Après, attention, hein, j'ai pas un discours idéaliste. J'ai fait beaucoup de sacrifices en termes de qualité de vie, de niveau de vie, etc. Enfin, je pourrais t'en parler de ça, mais j'ai fait énormément de sacrifices sur tous les aspects de ma vie pour pouvoir vivre de manière frugaliste et ne pas dépenser, être nickel sur mes comptes en banque, j'ai réduit mon train de vie, j'ai mis de côté plein de choses. Une quarantaine de places de parking, tu me dis que ça rapporte à peu près de quoi vivre 2000 euros, mais ce qu'on n'a pas en tête, ce qu'il faut avoir en tête justement la génération déchaînée, c'est que ces places de parking, il faut les acheter, donc ça demande un financement, des crédits, donc effectivement les loyers qu'on touche en grande majorité, ça sert à rembourser ces mensualités de crédit, c'est bien ça Alexandre? Moi, c'est plus que ça. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de faire une opération blanche. C'est-à-dire que c'est pas de faire 200 euros de remboursement de crédit sur 20 ans et 200 euros de loyer. Donc ça s'appelle une opération blanche. En réalité, c'est pas 200 euros qu'il faut de loyer, c'est peut-être 250 parce qu'il faut payer quand même les charges de copropriété puis la taxe foncière. Mais mon but, ça n'a jamais été de faire une opération blanche. Une opération blanche en 2021, c'est déjà très beau. Souvent, il y a un effort d'épargne à faire, il faut remettre un peu de sa poche. Moi, ce que je voulais, c'est du cash flow. C'est-à-dire, c'est d'avoir des revenus qui étaient supérieurs à la traite du crédit et des charges et de la taxe foncière. Donc, j'arrivais à faire du cash flow. C'est-à-dire que, je te donne un exemple théorique très concret. Si je remboursais 200 euros, si je rembourse aujourd'hui 200 euros par mois sur un lot de place ou sur une place, je veux que ça me rapporte 350. 400. Donc, c'est-à-dire même une fois que j'aurai payé mes charges de copropriété et ma taxe foncière, il me restera un différentiel de trésorerie positif. Donc, il me restera du cash flow. Et en fait, en enchaînant les opérations, toutes les opérations que j'ai faites, la somme totale du cash flow est supérieure à 0. Donc, ça me fait, donc tu vois, il y a à peu près 2000 euros de chiffre d'affaires. Quand tu enlèves les crédits, il reste plus d'un SMIC de cash flow quand même, hein. Même plus. Tu restes peut-être 1500 euros de cash flow. Donc ça, c'est en automatique, sachant que les loyers, je peux les réévaluer, sachant que je peux acheter plus de parking. Maintenant, je suis en société. Donc, ça s'enchaîne. Mais ça s'est pas fait en un jour. Tu vois, ça, c'est aussi hyper important de le dire parce que maintenant, les gens veulent acheter une formation à 59 euros et gagner ça tout de suite. Mais en fait, moi, j'ai 34 ans. Ça s'est fait en 7 ans. Ça a été des échecs. Ça a été, tu vois, une première place. Ensuite, j'ai laissé tomber pendant 4-5 ans parce que j'y croyais plus. Ensuite, je suis revenu. Donc, ça a été quand même un cheminement, hein. C'est quoi les avantages et les inconvénients en fait d'investir dans des places de parking? Parce que toi, tu nous dis que tu as fait le choix d'investir dans les places de parking. Tu as maintenant plus d'une quarantaine de places. Tout de suite, alors moi, ce que je vois comme avantage, et tu m'arrêteras, tu me diras si je me trompe, c'est vrai que des places de parking, c'est pas comme un bien, enfin c'est pas comme un appartement ou une maison, j'ai envie de dire, parce qu'une place de parking, c'est quoi? C'est des murs en béton, du bitume au sol. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui peut s'abîmer ou il n'y a pas forcément beaucoup d'entretien à avoir.
Et comme tu dis que toi, tu as réussi à avoir une quarantaine de places, tu as réussi à dégager un cash flow positif d'un bon SMIC. Et j'ai l'impression qu'au final, maintenant, tu peux, si tu veux, rester dans ton canapé tout le mois. Et au final, ton cash flow, il va quand même arriver parce que tes places de parking, elles sont louées. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients ? En fait, tu mets exactement le doigt là où il faut, puisque moi, je dois être un peu feignant, tu sais. Je dois avoir un côté feignant. J'aime pas trop me prendre la tête. Au moins, j'aime bien travailler fort et ensuite me détendre. Ça, c'est important. Et les parkings, ça répondait parfaitement à ma personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, les parkings, c'est de la finance. C'est un fichier Excel. C'est des loyers qui rentrent, des charges qui sortent. Il n'y a pas de travaux. Moi, j'étais nul en travaux. Maintenant, je commence à apprendre. Tu vois, je me forme un peu à la plomberie, des choses légères. Tu vois, comment poser une cuisine, comment changer un robinet. Enfin, des choses très, très basiques. Mais moi, je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que moi, ça me faisait peur de voir changer un chauffe-eau, un dégât des eaux, de changer un sol, de changer une cuisine. Moi, ça avait un côté très anxiogène pour moi. Et je me suis dit, pour arriver à Paris, parce qu'on est à Paris, les rentas sont pas énormes souvent, à part moi avec ce que je fais. Mais pour arriver à générer, tu vois, par exemple, 1 500 €, 1 300 € de cash flow, il va falloir que j'achète plusieurs appartements, plusieurs chambres de bonne ou quoi. Et il va falloir que je mette la main à la pâte sur les travaux. Donc moi, ça me faisait peur. Donc c'est surtout le côté, le parking, c'est simple. C'est-à-dire que c'est effectivement, en plus moi, c'est pas des box, c'est des places ouvertes. Il n'y a même pas de grille de porte pour le box. Moi, c'est simplement une place de béton avec 3 lignes. Tu vois, les seules dépenses que je fais, la dernière fois, j'ai acheté des places là dans le 19e. Je suis allé chez Leroy Merlin, je les ai passées en frais avec ma SCI et j'ai acheté un pinceau et de la peinture jaune. Ça m'a coûté 30 €. Voilà, basta, tu vois. Donc ça me coûte 30 € et puis ensuite je sors mon portable, je regarde mes applications pour gérer mes finances et je vois les loyers qui tombent. Donc tu vois, je me dis d'un côté je dépense 30 €, de l'autre côté je vois des lignes de locataires qui payent entre le 1er et le 5 du mois. Donc ça me détend. Moi qui suis un peu pas stressé, mais c'est vrai que j'ai peur de manquer d'argent. Tu vois, j'ai toujours besoin d'être rassuré à ce niveau-là parce que j'en ai pas toujours eu. Et du coup, c'est un côté très très détente pour moi. Tu vois, il y a un côté peace, quoi. Il y a un côté et c'est ça que j'aime dans le parking. L'inconvénient maintenant, je dirais qu'il faut, pour générer de l'argent, il faut en avoir quand même plusieurs, parce que c'est des petits montants. Il y a un petit peu de gestion. T'as forcément des humains en face. Après, si ça se passe bien, si t'es sympa avec eux, carré avec eux, si t'es joignable, s'il y a un problème. Ça se passe bien à tel point que moi, ça se passe tellement bien avec mes locataires que maintenant, je me déplace même plus lorsqu'il y a des rotations de locataires. En général, c'est le locataire sortant qui remet le bip au locataire entrant. Et ensuite, je rembourse la caution du locataire sortant sur Lydia à distance au téléphone avec lui en live. Voilà. Je me déplace même plus. Et un autre avantage qui me vient en tête comme ça, parce que effectivement on parle de créer du cash flow, c'est-à-dire voilà d'avoir des revenus chaque mois avec la location en fait de ces places de parking. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que au final les locataires en fait en payant les mensualités en fait ils financent cet actif en fait, ce bien, c'est-à-dire que une fois que tu as fini de payer, de rembourser le crédit, c'est-à-dire que c'est un bien qui t'appartient en totalité. Donc en plus d'avoir le cash flow, à la fin, tu as la propriété de la place, donc qui vaut aussi son pesant d'or, j'ai envie de dire. Donc, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai un cash flow, même avec le crédit, j'ai un cash flow. Donc même avec un crédit, je gagne peut-être 150 € par place, admettons, en cash flow. Et lorsque j'aurai plus le crédit, là, ce sera plein. Et en plus de ça, oui, donc c'est tout bénef. J'ai bien étudié la chose longtemps avant de mettre en place ce process. C'est pour ça que j'avais commencé à créer une formation pendant le premier confinement, mais qu'après j'ai laissé tomber parce que je me suis dit je vais former. Ouais, je me suis dit après je la vendais, tu sais, je l'avais créée sur la plateforme Podia, je la vendais 39 €. J'en ai vendu quelques-unes, ça plaisait bien, mais je me suis dit attends, pour 39 €. Je vais former mes concurrents pour 39 €. J'étais en train d'expliquer tout en 7 étapes, exactement tous les trucs. Je me suis dit, je préfère, si quelqu'un veut être formé sérieux, je préfère l'accompagner, lui faire un coaching personnalisé.
jusqu'à sa vente, tu vois, jusqu'à presque chez le notaire en bas, quoi. Et ça a beaucoup plus de valeur que de vendre une formation. Mais effectivement, c'est un très très bon business, mais qui après, c'est un choix de vie. Après, tu vois, moi je veux vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu qui vendent beaucoup de rêves, etc. Moi, je suis pas du tout dans ce créneau-là. C'est un vrai choix de vie où il faut apprendre à gérer tes finances personnelles. Moi, je gérais n'importe comment avant. Je faisais n'importe quoi. J'étais dépensier. En alternance, j'allais me balader au Galeries Lafayette au printemps. J'habitais pas loin. Je pouvais dépenser des sommes folles dans une belle paire de chaussures, un costard, une montre, des choses comme ça. Enfin, tu vois, j'avais un côté dépensier. Moi, à la fin du mois, je mangeais du riz, quoi. Et c'est ce qui t'a peut-être aussi donné l'envie d'en gagner plus, en fait. C'est vrai qu'il y a peut-être un tabou sur l'argent, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleure raison de vouloir devenir entrepreneur que de le faire pour l'argent, en fait, parce que du coup, alors on a forcément peut-être une mission de vie, on a peut-être des aspirations, mais en tout cas, quand on a un job en tant que salarié où des fois on peut être bien payé, on a tous les avantages, on est tranquille, etc. Eh bien, de devenir, pourquoi on choisit de devenir entrepreneur ? Parce que quand on est entrepreneur, au final, il n'y a pas de plafond de revenus, j'ai envie de dire. C'est en fonction de ce qu'on va faire, en fonction de l'énergie qu'on va se donner. Au final, il n'y a pas de plafond de salaire. C'est le travail qu'on va fournir qui va nous rapporter, en fait, l'argent, quoi. Exactement. Et après, moi, j'ai fait ça aussi, tu vois, le cash flow pour avoir une espèce de fonds de roulement. Pour me dire, tiens, je peux boire mon café le matin et puis avoir ça qui tombe. Et ça me permet de me détendre et de pouvoir créer d'autres projets derrière. Donc, c'était par peur du manque que j'ai fait ça, clairement, tu vois. Le but, c'est pas de gagner de l'argent, d'être le plus riche de mes voisins, etc. C'était plus en me disant, waouh, l'angoisse de finir ces fins de mois. Là, je m'enlève une épine du pied qui me permet de me détendre. Et quand on est détendu, on peut mieux entreprendre, être plus efficace, tu vois. Voilà. Et alors, pour les personnes qui nous écoutent, pour la génération déchaînée, alors tu m'as dit que tu avais fait une formation en 7 étapes, etc. Alors, je vais pas te demander les 7 étapes, etc. Mais moi, je suis un petit peu curieux et j'ai envie de savoir, eh bien, quand on t'écoute, moi, en tout cas, ça m'inspire et j'ai envie de me dire, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas acheter ma première place de parking ? Comment on fait ? C'est quoi la toute première étape quand on a envie de se lancer dans ce business-là ? Est-ce que tu peux nous donner quelques tips ou en tout cas nous aiguiller ? Écoute, les premiers... Déjà, il faut comprendre la première étape, c'est qu'il faut comprendre, il y a plein de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des revenus passifs, comment fonctionne l'argent, faire travailler l'argent, c'est-à-dire de se dire... j'ai investi, tu vois, 4 000 euros. Enfin, je fais un crédit, par exemple, de 5 000 euros à la banque. Ça, je vais rembourser sur 15 ou 20 ans telle somme et je vais gagner en face telle somme de loyer. En fait, il faut comprendre, tu vois, l'articulation entre les remboursements de crédit, les revenus. Tu vois, c'est une gymnastique. Un peu ce qu'explique Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Tu vois, ça, je conseille de lire ça déjà pour démarrer, de comprendre comment fonctionne l'argent, parce qu'en France, on ne sait pas comment fonctionne l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième étape, ou alors peut-être même l'étape la plus importante, c'est d'avoir une raison forte de le faire. Tu vois, les Américains appellent ça le why. Pourquoi les Français ? Tu vois, il faut avoir... c'est pas un effet de mode. Moi, j'ai fait ça en 2013. Maintenant, on parle un peu dans des parkings, tu vois, sur Internet, etc. Moi, j'ai commencé en 2013. Je devais être le seul à faire du parking moto. On était 2. Il y en avait qui étaient très gros, des investisseurs privés dans le parking auto bien avant moi, qui avaient des lots très importants, etc., qui se mettaient pas du tout en avant dans les podcasts, sur YouTube, etc. Et nous, on est arrivé on a créé le marché de la moto, mais il y avait rien. Il y avait rien du tout. Donc, il faut avoir un why fort. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Tu vois, moi, je l'ai fait parce que je me suis retrouvé élevé seul par ma mère, enfant unique à 9 ans. On s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau avec ma mère pour des raisons familiales, sans père, etc. Donc, on s'est retrouvé sans rien. Donc, moi, c'était une revanche. Je me suis dit, putain, je me retrouve sans rien. J'aurais dû avoir une belle vie. J'ai pas eu une belle vie à cause de certains événements tristes familiaux. Je me retrouve seul avec ma mère, avec mes yeux pour pleurer. Donc, il y a un moment, j'étais énervé, tu vois. Là, j'étais déchaîné.
comme la génération de ton podcast. Tu vois, j'étais déchaîné. En fait, j'avais une envie terrible de m'en sortir, terrible, mais ça me brûlait à l'intérieur de moi. Donc, ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça a été l'immobilier. Mais et ça, en fait, ce moteur, ça te donne l'énergie nécessaire pour aller sur le terrain, pour aller taper aux portes des agences immobilières, pour dire, bah voilà, bonjour, je cherche des parkings, et puis ne pas se laisser faire, ne pas se laisser, ce que je racontais ça dans un autre podcast. Il faut avoir confiance en soi et savoir s'imposer en étant humble, mais il faut savoir s'imposer. Par exemple, quand je raconte l'anecdote, quand je rentrais au début dans les agences immobilières, on me prenait pas au sérieux parce que j'avais, tu vois, les cheveux un peu mi-longs, bouclés, j'avais le sac à dos, j'étais en basket. Tu vois, on se dit, mais c'est qui ce peintre, quoi? L'école de commerce, elle est la rue à droite, quoi. Enfin, tu t'es gouré de place, quoi. Tu vois, quand je rentre dans une agence immobilière, enfin, l'agent immobilier se dit, ce mec-là, va me faire perdre mon temps. Et en fait, je lui demandais, j'aimerais, voilà, qu'est-ce que vous avez comme place à acheter dans le quartier? J'ai déjà des places, qu'est-ce que vous me proposez? Ah, on n'a pas de place de parking. Puis là, je le regardais dans les yeux, gentiment, et je lui disais, mais vous n'avez rien là, mais vous prenez pas mes coordonnées pour me rappeler lorsque vous rentrez un mandat? Ah, pardon. Effectivement, asseyez-vous, je vous en prie. En fait, tu vois, c'est en étant dans une espèce de conflit, gentil, hein, mais dans un conflit en me disant, écoute, respecte-moi, tu vois. Je croyais que la bille faisait pas le moine, hein. C'est vrai que c'est pas vrai en France, mais bon, c'est quand même l'expression. Donc là, finalement, je m'asseyais, je racontais un peu mon histoire, etc. Et puis, en face de toi, tu peux avoir un interlocuteur qui va être à l'écoute, qui va être dans l'empathie. Et au final, ces gens-là m'ont rappelé. Donc, il faut savoir s'imposer. Une dernière chose, c'est que c'est pas sur Internet que ça se passe uniquement. C'est-à-dire qu'il faut pas uniquement aller sur Le Bon Coin et chercher les annonces. Il faut aussi pousser la porte, voilà, des agences. Faut aller voir les syndics. Il y en a qui achètent ça aux enchères, qui vont demander au notaire. Aller voir les gardiens d'immeubles. Alors moi, c'était Paris, mon business, mais ça peut être un peu partout. Mais il faut aller sur le terrain. Ça se passe vraiment sur le terrain. Faut connaître le quartier. Faut s'asseoir, prendre un café, regarder dans la rue quelle est la typologie des gens. Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes, qui ont 20 ans, 30, 50? Quel est l'avatar de ton client type? Moi, je sais exactement quel est mon client. Je sais quel est mon client. J'ai plus de 40 clients. Je sais quel est mon client. C'est un client qui a entre 25 et 35 ans, qui est urbain, qui a tel type de... Tu sais, je fais même des statistiques sur les motos. Ouais, je fais des statistiques. C'est-à-dire que j'ai tant de pourcents qui ont des Triomphe Bonneville, 30% qui ont ça. En fait, je fais des statistiques pour comprendre de manière très fine quel est mon locataire type, qu'est-ce qu'il recherche, et qu'est-ce que je peux lui apporter. En fait, moi, je suis vraiment, si tu veux, je suis pas simplement le mec qui va se dire, tiens, je vais encaisser mes loyers et puis au revoir. Je veux vraiment apporter un vrai service. C'est pour ça que je vais peut-être marketer d'ailleurs mon offre. Je veux apporter un vrai service client aux personnes. Tu vois, vraiment pourquoi pas même les former, parce qu'à chaque fois, mes locataires, quand je discute avec eux, ils me disent, ah, mais c'est bien, combien vous avez acheté, truc, machin. Et en fait, ces gens-là, parfois, ils me disent, mais expliquez-moi comment ça marche. Ils ont envie de prendre un café après, une fois que je leur loue, tu vois. Donc, j'ai envie vraiment d'apporter je suis vraiment dans une prestation de service, si tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter, à moi et à la génération déchaînée, quel a été ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Tu vois, si on peut dire qu'il y a un moment, excuse-moi l'expression, mais on peut dire que tu étais au fond. Est-ce que tu peux nous emmener précisément à ce moment-là, si toutefois tu en as connu un? Donc, j'ai acheté 8 places de parking. Enfin, j'avais une très grande double place dans le 18e, côté 9e, vers la place de Clichy, à Paris. Je mets 8 motos. Je fais un crédit de 52 000 euros. Tu vois, là, on avance un peu plus fort. Je fais un crédit de 52 000 euros sur 20 ans, donc avec un bon remboursement, etc. Je mets 8 motos, tout est bon, tout est en place, ça roule. Et 2 semaines après, il y a le syndic qui m'appelle, le syndic de l'immeuble, qui me dit « Ah, monsieur, vous pouvez pas faire ça, c'est interdit. » Waouh. Alors que je viens d'acheter, etc. Donc là, grosse transpiration, quoi. Là, je t'avoue, j'ai la goutte de transpiration qui coule, quoi, tout le long de mon corps. Je me dis « Merde, ça pue. » Ça sent la merguez, cette histoire. Et du coup, j'aurais dit, écoutez, je suis allé les voir, j'ai mis un costume, tu vois, je mets pas souvent de costume, mais je me suis dit, je suis allé voir avec mon grand sourire, sympathique, etc. Je leur dis, expliquez-moi. Il me dit, ah non, c'est interdit depuis 1987, on peut pas faire de colocation. Je fais, écoute, en 1987, ça n'existait pas ce marché-là. Il y a même 10 ans, ça n'existait presque pas. Et en fait, ils ont juste voulu me mettre des bâtons dans les roues par jalousie.
par jalousie, parce que ils se disent mais attends, voilà, on aurait pu le faire. Attends, combien il peut louer la place? Attends, environ 50 € par mois. Il en met 8, ça fait combien? Et en fait, par jalousie, parce que tu sais, dans les copros, les gens sont un peu jaloux, un peu conservateurs. Alors, il y en a même un, une fois, qui m'a dit, ah, c'est interdit la copro à cause de la pollution que ça va générer. Je fais, attendez, il y a 3 motos, vous pouvez me parler de pollution. Enfin, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai un avocat. Si vous voulez, on peut avancer avec nos avocats. Donnez-moi la preuve, le PV d'Assemblée Générale, comme quoi, de 87, comme quoi ça a été interdit. Ah bon, on n'arrive pas à le retrouver, etc. Ça fait 1 an que ça dure, ils l'ont toujours pas retrouvé. Bon, autant te dire qu'il y avait rien, ils ont juste voulu me mettre un coup de pression. Mais ce jour-là, quand je me suis engagé de 52 000 € avec ma banque et que j'avais mis les 8 locataires en place, j'ai stressé. Ouais, je me suis dit, là, il va falloir être beaucoup plus méfiant en amont et poser les bonnes questions, savoir si ça te dérange pas les copros. Il va falloir être très vigilant. Donc là, ça m'a fait transpirer. Voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de cette expérience, justement? J'en ai retiré qu'avant de signer, ça c'est une vraie anecdote que j'avais dit dans ma formation, avant de signer, il faut discuter avec le syndic, discuter avec le représentant du conseil syndical pour demander si ça les dérange pas. Parce que théoriquement, ils peuvent pas te l'interdire, mais ils peuvent faire de la rétention de bip. Tu vas te dire, ah bah non, moi je donne 1 bip d'entrée par place. Sauf que si toi tu mets 4 motos, bah t'as besoin de 4 bips. Donc il faut jouer la transparence. Mon conseil, c'est de jouer la transparence, de se présenter, dire bonjour, écoutez, voilà, moi j'achète une place, j'habite pas dans la résidence, je voudrais mettre 2 ou 3 motos. Est-ce que c'est possible, etc. Vous inquiétez pas, il y aura des baux de location, ça va être carré, etc. Et tu prends la température. Si tu vois qu'en face, tu as quelqu'un de fermé qui va t'embêter, bah écoute, ça vaut peut-être pas le coup de s'engager, quoi. Donc c'est vrai que moi maintenant, je me renseigne vraiment en amont pour éviter d'avoir du stress, parce que comme je te l'ai dit, moi je suis un peu feignant, j'aime pas le stress, donc moi je vais être peinard, tu vois. Et alors à l'inverse, Alexandre, quel a été toi ton moment haha? Alors qu'est-ce qu'un moment haha? Eh bien un moment haha, c'est cette petite révélation qui toi t'a donné envie d'entreprendre. Alexandre, est-ce que tu peux me dire, est-ce que toi tu te souviens de ton moment haha? Le moment haha, c'est quand j'ai appris à gérer mes finances personnelles, tu vois, quand j'ai inversé la tendance entre quand il y avait que des moins sur mon compte et que j'arrivais pas, que je payais que des agios et que ma banque avait envie de me virer à coups de pied, au moment où les loyers sont revenus et où ma banque m'a dit, ah, venez, on prend rendez-vous pour ouvrir une assurance vie, un PEL, changer de carte bancaire, etc. Donc, tu vois, c'est cette espèce de switch entre le paria de la banque et le bon client. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu ça, bah, ça m'a fait plaisir et tu te sens un peu valorisé, tu te sens mieux et après, tu as envie de créer d'autres projets, tu vois. T'as juste, en fait, je pense que tout est une question de dynamique dans la vie et de confiance en soi. Quand tu es dans une mauvaise dynamique, que tu es dans l'échec en permanence et que tu n'as pas confiance, bah, ça marchera pas parce que tu renverras une mauvaise énergie, tu vois, aux gens et tu seras dans une énergie d'échec. Alors, l'échec, c'est pas quelque chose de mal en soi. Il n'y a qu'en France que c'est mal, mais moi, je trouve ça super bien d'échouer. Et il faut échouer pour après y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu es dans une dynamique où ça marche, tu vois, où tu es entouré de gens positifs, où tu gagnes de l'argent, où tu fais des projets, et ben en fait, tout derrière se déroule comme une pelote de laine. Donc, c'est ça mon moment, c'est quand je suis en train de prendre mon café, tu vois, là, on est le 5 du mois, et que je me connecte sur mon compte et que je vois des lignes de 45-50 € qui tombent en automatique. Les gens sont contents aussi, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils soient contents, ça va dans les deux sens. Bah là, je suis content. Là, franchement, mon café, il est meilleur, hein. Même s'il est pas très bon là aujourd'hui, il a un goût meilleur. Alors Alexandre, c'est le moment des questions éclairs. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce qu'il y avait une chose qui, toi, te retenait justement pour devenir entrepreneur? La peur de l'échec, ouais. La peur d'échouer. C'est hyper fort chez moi. Je sais pas pourquoi, peut-être mon histoire personnelle, tu vois, mais j'avais peur d'échouer. Tu vois, j'avais peur de me planter, j'avais peur de pas y arriver, donc je faisais rien. Et justement, qu'est-ce qui, toi, t'a permis justement de surpasser cette peur, Alexandre? Les premiers petits succès, tu vois, les premiers micro-succès.
Tu vois, il y a en fait des micro-succès, bah, ça te booste un peu. Et tu dis, bah, écoute, je suis pas nul, je suis pas un imposteur, je suis pas nul. Et puis après, tu y vas. Bah, c'est un peu, voilà, c'est ce que je t'ai dit en off, c'est, bah, t'es sur le plongeon. Alors, moi, j'aime pas trop les piscines, hein, mais t'es sur le plongeon de la piscine. Bah, au début, t'as peur. C'est comme le saut élastique, tu vois, t'as peur. Et ben, tu te lances. Ah, putain, c'était bien, en fait. Hein, ouais. Donc, c'est vraiment, pour moi, le pivot, c'est l'action, c'est le passage à l'action. C'est entre le moment où tu vas sauter du plongeoir et t'as peur, t'as plein d'idées dans ton sac à dos, t'as lu plein de bouquins, t'as plein de théories, t'as acheté plein de formations, mais t'as peur. Et au moment où tu te lances, c'est là, waouh. Et en fait, c'est au moment où j'ai fait le pivot, où je me suis lancé. Et là, j'étais débridé, quoi. Là, j'étais TGV. Quel est le meilleur conseil que toi, tu aies reçu dans la vie, Alexandre ? Alors, quel meilleur conseil que j'ai reçu dans la vie? J'ai un peu séché sur cette question, mais parce que j'ai pas eu trop de mentors, malheureusement. Je me suis un peu formé seul. Moi, je respecte énormément le courage. Pour moi, c'est une vertu que je respecte énormément. Les gens courageux. C'est-à-dire qu'ils se lancent dans un domaine, même tu peux être pizzaiolo, tu peux être fleuriste, enfin, tu vois, je n'ai pas de jugement de valeur. Tu peux faire de la peinture, tu peux faire de la musique, mais j'aime les gens courageux qui partent du point zéro et qui arrivent à quelque chose, même s'ils se plantent. Mais tu vois, quelqu'un qui me dit, bah voilà, moi je lâche mon boulot, je vais faire de la peinture, et qui se lance dans la peinture, mais je respecte ça au plus haut point. J'ai énormément d'estime pour ces gens-là. Donc moi, je respecte uniquement l'action. Parce que en général, j'ai remarqué dans mon expérience, les gens, t'as beaucoup de gens qui parlent énormément, qui théorisent énormément, mais ils font jamais rien. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de tenter et d'affiner au fur et à mesure, quoi, sur le terrain. Tu vois, je sais pas, on prend l'exemple d'un podcast, par exemple, bah, t'as des gens extrêmement perfectionnistes qui vont jamais se lancer parce que ils auront jamais l'assez bon micro, ils auront jamais l'assez bonne cover, ils aimeront pas leur voix, tu vois, il y aura toujours une excuse. Et moi, je suis plutôt partisan du fait de dire, bah voilà, lancez-vous, ça va pas être parfait au début, et puis après, vous allez affiner. Et au bout de 3 ans, ils vont se dire, ah bon, au bout de 3 ans, j'ai un super contenu. Et si je m'étais pas lancé à l'époque où c'était nul ce que je faisais, bah aujourd'hui, je serais nulle part, je ferais un boulot à la con. Donc, mon conseil, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre sur le terrain, quoi. Est-ce que toi, tu as une citation préférée, Alexandre ? Bah, c'est celle-ci, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Bah, pour moi, c'est très fort. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est une situation un peu désuète qu'on n'entend pas trop, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant, qu'on apprend, quoi. Donc, pour moi, c'est le plus important, c'est ça. Faut pas trop théoriser, il faut le faire. Est-ce que tu peux partager avec nous, s'il te plaît aussi, Alexandre, une de tes habitudes personnelles qui contribue à ton succès tous les jours ? Alors, je fais du sport. Je fais du sport le matin, peu importe confinement, pas confinement, ou ce que tu veux. Je vais courir, en fait. Je prends un café ou un petit thé vert, tu vois. Je médite un peu dans mon lit, je lis des bouquins, je lis quelques pages, 3-4 pages d'un bouquin sympa. Je lis beaucoup. Et après, je vais courir pas longtemps, 1/4 d'heure, 20 minutes. Je prends mes chaussures, je mets mon application Strava, je vais courir. Je reviens, je prends une douche un peu froide, je reprends un petit thé vert et puis ensuite, je commence ma journée. En fait, je pense que le plus important, c'est le début de la journée. Et si tu commences, on a tellement besoin d'énergie pour créer que si tu commences et que tu es déjà mal luné, ça va être compliqué. Donc, le sport, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important de faire du sport, tu vois, que ce soit à la salle de sport ou n'importe quoi, mais il faut absolument remplacer l'hygiène de vie mauvaise, tu vois, ceux qui fument trop ou qui boivent trop par du sport. Ça permet de se libérer la tête et d'avoir les idées claires pour créer. Sinon, t'auras pas la créativité nécessaire si t'es embrumé, quoi. Et est-ce que tu peux partager avec nous aussi, s'il te plaît, Alexandre, une ressource internet ou un outil que toi, tu utilises tous les jours dans ton business ? Alors, moi qui étais un très désorganisé, j'utilise Todoist. Là, j'ai trouvé une petite appli qui s'appelle Todoist et qui te permet de créer des to-do list intelligentes.
Ça sert en fait à organiser tes journées par groupe. C'est-à-dire que tu vois, j'ai une to-do list travail, j'ai une to-do list maison, to-do list courses, et c'est une petite application où tu peux effectivement mettre des priorités, créer des étiquettes, et puis tu peux synchroniser avec ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone. C'est une petite appli. Avant, je disais Things 3. C'est un peu sur le principe de GTD. Tu sais, il y a une méthode d'organisation américaine qui s'appelle GTD, un bouquin très connu que j'ai lu. Et après, j'avais utilisé Things 3. Maintenant, c'est Todoist. Bon, ça me permet de m'organiser, tu vois, efficacement parce que je me suis rendu compte, c'est ce que dit le bouquin GTD, c'est qu'en fait, souvent, ce qui est stressant, c'est pas d'avoir trop de choses à faire, c'est que ce soit mal organisé dans la tête. Tu sais, quand tu as des gens, tu leur dis un truc, ils disent « Ok, je m'en souviendrai ». Mais non, faut que tu l'écrives quelque part. Parce que si tu l'as dans la tête, lorsque tu vas aller te coucher, ça va te réveiller, tu vas dire « Ah mince, j'ai oublié ça ». Et du coup, tu vas te réveiller, tu vas le noter. Donc, en fait, ce que préconise GTD, c'est de noter, de vider, en fait, sa tête. En fait, il voit, si tu veux, le cerveau comme quelque chose qui est pas c'est pas un disque dur. C'est plus une mémoire vive. Donc, en fait, il faut tout vider. Et ensuite, tu vas mettre sur tes listes. Donc, moi, j'utilise Todoist. Vous pouvez aller voir si c'est gratuit et payant. Est-ce que toi, tu nous conseilles, alors tu nous as parlé de plusieurs livres déjà, Alexandre, mais est-ce que s'il y en avait un que tu nous conseillerais vraiment de lire aujourd'hui, ce serait lequel ? J'ai lu récemment L'autoroute du millionnaire, là, je l'avais pas lu, pendant les congés de Noël, qui t'explique qu'il y a plusieurs voies, tu vois, il y a la voie lente, c'est la voie du salariat, tu as la voie rapide, donc du coup, ce sont les entrepreneurs, et puis tu as le trottoir, en fait, c'est encore pire. Donc, tu as trottoir, voie lente et voie rapide. Ça t'explique, en fait, que il faut accélérer, il faut se servir de l'effet de levier. Enfin, comment aller vite, en fait, dans la réussite et comment être sur l'autoroute, en fait. Donc, ça, c'est un bouquin intéressant, qui est pas parfait, mais j'ai trouvé ça sympa. Il y a 400 ou 500 pages, il faut s'accrocher. Mais c'était intéressant. Après, il y a plein d'autres bouquins je pourrais parler, mais là, c'est un seul bouquin que je cite. Donc, vous pouvez lire L'autoroute du millionnaire. Ça peut être bien sur la partie un peu motivation, qui est, comme je l'ai répété, le prérequis à tout projet, c'est d'avoir une forte motivation au départ. Sinon, vous allez abandonner tout de suite. Exactement. Moi, La Génération déchaînée, c'est ce livre aussi qui m'a vraiment boosté à un moment donné quand j'ai lu ce livre de MJ DeMarco, L'autoroute du millionnaire. C'est vrai que c'est une bonne dose de motivation. Je trouve qu'il est assez bien structuré, il se lit assez facilement. Je sais pas pourquoi, il y a plein de chapitres, il y a du gras, je sais pas, j'ai vraiment lu très facilement et c'est vrai que je peux que vous le recommander. Merci Alexandre. J'ai cette dernière question pour toi Alexandre, si tu me le permets. Alors imagine que tu te réveilles demain matin dans un monde tout nouveau, mais identique à la Terre. Alors par contre, tu connais personne et tu as tout perdu. Tes clients, ton business, ton argent. Par contre, tu possèdes encore deux choses qui sont tes connaissances intellectuelles et ton expérience. On te donne un ordinateur portable et 500 €. Qu'est-ce que tu fais demain matin quand tu te réveilles pour te refaire ? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du sport. Je vais nourrir mon esprit aussi en lisant. Tu vois, parce que c'est très important de lire, ça permet de rêver, c'est hyper important. Moi qui n'ai pas eu trop de mentors, ça a été les bouquins, tu vois. Et après, avec l'argent restant, je me suis acheté quelques livres, on peut les acheter d'occasion ou se les faire prêter aussi. J'essaierai de trouver des sources d'investissement. Sur Internet, tu vois, j'irai voir un peu ce qui se passe du côté des crypto-monnaies. J'irai voir du côté de la bourse. J'essaierai de me dire, écoute, il me reste 400 € une fois que je me suis acheté mes bouquins. Comment, de ces 400 € je peux en faire 1000 €, tu vois. Et en fait, sur le principe un peu de l'effet cumulé, qui est un autre bouquin très intéressant, j'essaierai de faire l'effet un peu boule de neige, tu vois, de me dire, il faut que ça grossisse, non pas pour être le plus riche du cimetière ou pour frimer dans des voitures de luxe, mais pour me dire, tiens, j'ai un petit fonds de roulement et derrière, je suis cool, je peux faire d'autres choses par passion, quoi. Donc, je ferai ça, j'achèterai des bouquins, je ferai du sport et j'essaierai d'investir ce qui me reste. Voilà. Hey la génération déchaînée, vous qui écoutez ce podcast, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est ce qui m'aide vraiment le plus pour développer ce podcast. Alors aujourd'hui, c'est Alexandre qui est venu lâcher son énorme bombe de valeur. Alors si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, rendez-lui service et partagez-lui cet épisode.
Alors Alexandre, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui, mais s'il n'y avait qu'une seule et unique chose que la génération déchaînée devrait retenir, eh bien ce serait quoi ? Le seul conseil, enfin tu vois, c'est très prétentieux de dire je donne un conseil, etc. Moi je suis personne pour vous donner des conseils, mais de ma modeste expérience de presque 35 ans, j'aurai en avril prochain, c'est trouver une voie, lancez-vous et corrigez le tir. Voilà. C'est très très important de tenter quelque chose. On peut dire qui ne tente rien à rien, c'est un côté bateau, mais c'est vrai. Il faut tenter quelque chose, vous plantez, vous apprenez et ensuite vous retentez quelque chose d'autre dans le même domaine ou dans un autre et là vous y arriverez, quoi. C'est un peu comme Jack Ma, tu vois, le fondateur d'Alibaba. Bon, il s'est planté, vous pouvez aller voir sur internet des vidéos de Jack Ma, il s'est planté plein de fois, il a été recalé je sais pas combien d'entreprises et finalement il a fondé Alibaba. Donc on peut pas réussir du premier coup. Ça, c'est un fantasme que les gens ont. C'est de dire, je vais lancer le truc, ça va tomber. Et comme dit l'auteur de l'autoroute du millionnaire, ça, tu vois, la phrase, je l'ai repris de lui, c'est success. Le succès, c'est un process et non un événement. Et pour moi, ça, c'est une phrase hyper importante. C'est un process. Donc, trouve ton process, organise ta routine, pour atteindre ton succès, que ce soit un succès familial de vie privée, que ce soit un succès financier, que ce soit un succès spirituel. Mais c'est un processus. C'est pas un événement, ça tombe pas du ciel. Donc ça, pour moi, c'est le mot fort de message que je veux véhiculer. Alors Alexandre, quel est le meilleur moyen pour te suivre ou alors pour rentrer en contact avec toi ? Sur Instagram, c'est Alexandre Lacharme. J'ai une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller voir. J'ai un podcast où je parle de motivation, à peu près ce dont je raconte, tu vois, très motivation. Alexandre Lacharme. Alexandre Lacharme aussi, c'est le nom de ton podcast ? Exactement. En fait, c'est toujours mon nom et on peut toujours me retrouver. Volontairement, c'est pas parce qu'on m'a posé la question si je voulais, tu vois, parler de manière très technique de mes investissements, mais je trouve que c'est pas la bombe de valeur la plus importante de rentrer trop dans la technique parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Mais je trouve que la meilleure bombe de valeur, c'est de transmettre une énergie et de l'envie. Donc, c'est plutôt ça que je véhicule. Tu vois, un contenu très américain, très motivation, plutôt que de dire, vous faites ci, ça, je vous envoie un PDF avec ça et ça. Moi, je suis pas trop dans le côté trop technique, trop théorique. Donc, c'est plutôt la motivation. Donc, Instagram, YouTube, en podcast, sur LinkedIn aussi, si vous voulez. Vous tapez prénom et nom, vous allez trouver. Vous pouvez me contacter sans problème si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir. Je vous enverrai pas un lien PayPal à la première question. à la deuxième. Mais non, il n'y a aucun problème. Je suis très, très ouvert pour partager et aider les plus jeunes à se lancer. Alors la génération déchaînée, je vous le dis et je vous le répète tous les jours, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus et vous venez juste de passer un moment avec Alexandre et Mathieu. Alors gardez la flamme et comme le dirait Alexandre, surtout passez à l'action. Alexandre, un grand merci pour la qualité de tes conseils aujourd'hui. Merci Mathieu, merci à toi. À très bientôt. À très bientôt.